ces 3 millions d'obus qui ont été donnés ou vendus, je ne sais pas comment ça se passe, par la Corée du Nord, échangés, monnayés. Ça a un effet considérable. Là, on est à Tchassivia. Regardez l'autre séquence qui suit. C'est dans la localité de Vovchansk. Et je crois que c'est 80% de Vovchansk qui est. Alors ça, c'est encore une autre. Toretsk, région de Donetsk. Vovchansk maintenant. Près de 80% des bâtiments détruits ou endommagés lors des attaques russes, selon ces analystes cités par le Kyiv indépendant. Et effectivement, quand on voit les images avant, après, ce sont des images qui rappellent Stalingrad ou d'autres scènes du genre. Ou Mariupol, évidemment. Et c'est pour ça que c'est intéressant, effectivement, la dernière ville qui a été prise, qui n'est pas du tout rasée comme celle-ci. Donc ça veut dire que soit les Russes ont changé de tactique, ce qui serait quand même, ce qui serait assez incroyable, et ce qui est même en gros impossible, hein, parce qu'on sait que les Russes procèdent de cette manière. Ou alors ça veut dire qu'en effet, les Ukrainiens maintenant décident de décrocher plus rapidement. Mais les obus nord-coréens, la puissance de ces 3 millions d'obus. 3 millions d'obus, c'est extrêmement important. Ça a d'abord servi aux Russes à pouvoir faire leur offensive cet hiver. Et c'est aussi pour ça que je suis totalement d'accord là-dessus avec Michel Yakovlev. L'arrivée des Ukrainiens, c'est le coup de rein que mettent les Russes pour essayer d'obtenir le maximum avant l'élection américaine. Ils sont vraiment sur un effort, et comme ils ne voulaient pas remobiliser en plus de ce qu'ils ont déjà, parce qu'ils ont quand même beaucoup mobilisé cette année, beaucoup, tous les services de renseignement occidentaux pensent qu'ils ont largement atteint leurs objectifs, sans être obligés de faire une mobilisation forcée, en augmentant terriblement les primes, mais ils veulent essayer d'obtenir un effet là. Pour en revenir sur les obus, 3 millions d'obus, c'est ce que tire chaque année la Russie en Ukraine. Et en ensemble, ils en produisent 50%, ils en font 35% qui sont des vieux stocks qui se remettent à niveau, et 15% qui sont uniquement de l'extérieur. Et alors qu'en face, on arrive péniblement aujourd'hui, après 3 ans de mobilisation occidentale, à donner 1 million d'obus. Regardez ces estimations, parce que c'est de la charité très bien ordonnée, si j'ose dire, si on peut parler de charité dans ce cas-là. Il y a une estimation, 5,5 milliards de dollars seraient payés à la Corée du Nord par la Russie. Vous disiez monnayé. Voilà. On a là l'estimation qui est tombée. C'est l'aide qu'ils leur donnent à leurs missiles et à leur nucléaire. D'ailleurs, ça peut déstabiliser la péninsule coréenne. Hein. Les Sud-Coréens sont très inquiets. La presse sud-coréenne est bourrée d'analyses du type exactement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire beaucoup d'argent qui vient, de la technologie en plus, de l'aide sur l'arme nucléaire et de l'aide sur l'aviation. Ce qui pourrait, comme la péninsule est évidemment assez instable, faire basculer les choses. Vous êtes avec nous, Xavier Titelman, vous nous rejoignez puisqu'on va parler de tout ce que donne ou vend, plus exactement, on comprend que c'est vend et vend cher, la Corée du Nord, obus, missiles. Est-ce que vous deviez être au courant? Moi, je ne mesurais pas à quel point un pays comme la Corée du Nord a une capacité, disons, aérienne aussi considérable, aérienne et balistique. Oui, alors aérienne, attention, leur aviation de chasse, elle est complètement dépassée, elle ne sert à rien, elle est complètement écrasée par ce qui peut se passer simplement en Corée du Sud, sans compter même la présence des Américains. Par contre, c'est un peu comme l'Iran, ils ont une capacité de nuisance qui est absolument gigantesque. Ils développent des drones kamikazes, des missiles low cost, parce qu'ils ne savent pas faire de vrais missiles, mais par centaines et par milliers. Les missiles balistiques, effectivement, c'est leur seule façon d'être une capacité de nuisance dans la région. Leur bombe atomique, aujourd'hui, ils essayent de la mettre sur leurs missiles nucléaires. Et effectivement, c'est ça certainement le paiement que la Russie va offrir à la Corée du Nord en échange de cette aide. C'est pas de l'argent, ce sera un échange de technologie, ce sera un échange de matériel, ce sera la fourniture des technologies nécessaires à la réentrée des missiles, parce que la Corée du Nord sait plus ou moins tirer des missiles avec des taux de succès autour de 70%, mais par contre les missiles qui vont dans l'atmosphère haute, qui ont une portée qui est quasiment pour aller jusqu'à l'Europe ou jusqu'à la Californie, ils se désintègrent à la réentrée dans l'atmosphère parce que c'est trop chaud. Et a priori, d'après la Corée du Sud, il y aurait des transferts de technologie qui seraient prévus pour que la Corée du Nord puisse mettre ses armes nucléaires dans les missiles balistiques à cause de la Russie. On mesure dans tout ce que vous venez de dire, qui est vraiment passionnant, à quel point c'est un axe. C'est un axe qui préexistait, mais qui est en train de prendre forme sous nos yeux. Les images qui défilent pendant que vous parlez, qui sont très impressionnantes, où on voit cette masse de soldats, c'est un régime épouvantable, c'est un régime stalinien, post-stalinien. On les présentait souvent comme théâtral. On disait, c'est du théâtre, c'est ces mises en scène à la Ceausescu. Hélas, pour l'Occident, c'est plus que cela. Il y a une capacité militaire. Vous savez, là où il y a un vrai problème, je dirais même un scandale,
Ça veut dire que vous avez alliance Pyongyang, 20 milliards de PIB par an. Et Moscou, 1,7% du PIB mondial. Donc, et ces deux pays, ils arrivent péniblement à 2% du PIB. Face à eux, ils ont l'OTAN et les États-Unis. Ça veut dire 50% du PIB mondial. Et ces 50% du PIB mondial n'arrivent pas à faire face à ces deux machins qui sont tout simplement les dictatures, qui sont résolus à faire leur guerre. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est ça. Ça veut dire que, en fait, l'économie occidentale n'est pas une économie de guerre. Vous savez, pour les obus, pour en terminer, contre les 3 millions d'obus de Pyongyang, c'est le président tchèque, Pavel, qui a dit « Je vais acheter 700 000 obus quelque part avec l'argent ». Il a réussi à acheter 1,5 million. Mais pour qu'un président tchèque fasse le commerce d'obus, il est allé d'ailleurs en Serbie. Hein. Ouais. Les Serbes ont vendu des trucs. Pourtant, les Serbes sont les amis. Des pays qui ne voulaient pas dire d'ailleurs qu'ils vendaient pour que. Qui ne voulaient pas dire, qui ne voulaient pas vendre, etc. Mais le constat, Sergueï, le constat que vous rappelez, que vous formulez est tellement fort. Ça rappellera à certains, même, je ne compare pas les situations, on est dans des ampleurs autres, mais juin 1940 en France, où beaucoup de Français disaient c'est impossible que l'armée française cède, l'Empire français à l'époque c'était quand même une puissance coloniale si considérable. L'armée française jamais ne peut perdre contre les Allemands. Ça n'est pas possible. Il faut toujours se méfier. Et je trouve que l'interview que vous avez fait du ministre des Armées, Sébastien Lecornu, là-dessus, était absolument remarquable. C'est à la fin, il vous dit, c'est une question que se posent tous les chefs militaires dignes de ce nom. Tous. Le traumatisme de 40, et ça a été le même traumatisme quand les Allemands en 1870 ont aussi envahi la France et assiégé Paris. Il faut toujours se poser la question de savoir si on est prêt et jamais penser qu'on est les meilleurs du monde et qu'on va jamais servir. Je pense qu'on a, dans notre histoire, à la différence justement de pays qui sont des îles, dans notre histoire, à 2 reprises, nous avons failli perdre notre souveraineté nationale et l'existence de ce pays. Les gens l'oublient toujours. Les militaires, nos chefs militaires et notre ministre des Armées ne l'oublient pas. Et c'est quelque chose que si on oublie, voilà, on risque un jour de se trouver fort dépourvu quand la bise fut venue. Non mais je m'excuse de le dire de manière un petit peu formelle, mais depuis 70 ans, on a l'habitude de la paix, qui est une parenthèse dans notre histoire de 2000 ans de guerre, et depuis 70 ans, on a pris l'habitude, alors bon, c'est très sympa d'aller prendre des pots sur les Champs-Élysées ou des cafés frappés à Saint-Germain, mais à la fin des fins, on a quand même une nation, et que si cette nation, face aux menaces qui existent aujourd'hui, avec des pays comme la Corée, comme l'Iran, comme la Chine et comme la Russie, continue à être fascinée par leur littérature et oublie qu'eux, ils ont une armée, on va avoir des sérieux problèmes. Quand on fait des mauvaises surprises. Le rappel ici historique est très fort que fait Didier François. Quand on fait la liste, il y avait un axe aussi à l'époque, c'est les termes qu'on utilisait pendant la Seconde Guerre mondiale, l'aide apportée par ses alliés. Et vous avez raison de rappeler, beaucoup d'entre eux, ils ont des tout petits PIB. La Nord-Corée, c'est le PIB de l'Empire. Mais si on fait l'accumulation, soldats nord-coréens, on est à 12 000. 3 millions d'obus nord-coréens. Et ça a une force de frappe. Ils ont déjà tiré. Les drones Shahed iraniens et les missiles iraniens, les composants électroniques chinois. Tout à l'heure. Et indiens. L'Inde. Et français et occidentaux. Hein. Absolument. Oui. C'est-à-dire français et occidentaux via les machines à laver, via un certain nombre. Pour les Chinois, c'est des machines-outils. Pour nous, c'est d'équipements ménagers. La grande question dans cet axe Russie-Corée du Nord, quand ils interviennent en Ukraine, c'est quand même de savoir ce que fait la Chine, comment elle se positionne. Elle est restée extrêmement silencieuse sur le sujet, et ce serait très intéressant. D'habitude, la Chine est chargée de calmer la Corée du Nord en politique internationale, notamment sur les questions nucléaires et les questions militaires. Là, elle n'a rien fait, et voilà. En principe, c'est la Chine qui est l'allié puissant de la Russie dans cette affaire. Or, la Corée du Nord semble un peu éclipser la Chine. C'est une situation paradoxale. Elle l'éclipse ou elle lui sert de chien agressif ? Non, pas du tout. Je pense que la Chine est très embarrassée par cette nouvelle alliance de la Corée du Nord et de la Russie. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans ce partenariat stratégique, c'est qu'il y a une clause de défense mutuelle entre la Corée du Nord et la Russie, ce qui est effectivement un peu sans précédent et ce qui est inquiétant. Les Chinois n'ont aucune envie
Russie d'avoir des conflits à leur frontière. Jusqu'où peut aller... Donc la Russie, je pense, a pris l'ascendant cette fois-ci sur la Chine. Jusqu'où peut aller cette clause de défense mutuelle? Il y a un traité. Eux, ça n'est pas seulement des promesses faites comme beaucoup de pays occidentaux à l'Ukraine, pas forcément suivies de fait. C'est officiel. Il y a un traité. Poutine était très fier pendant le sommet de BRICS de dire que, et justement, il a tout fait pour que la Douma adopte ce traité pendant ce sommet. Et donc, il a bien annoncé que ce traité est dans les deux sens. Et donc là, les Chinois se sont dit, Xi Jinping, à mon avis, quand il a entendu ça, il se dit, un de ces jours, ils vont venir tous les deux, parce qu'ils ont quand même la frontière. La Russie avec la Chine, c'est 4000 km de frontière. La Corée du Nord aussi, une petite frontière. Et les Chinois, à un moment donné, ils vont se retrouver aussi face à eux. Jusqu'où peut aller les conséquences si effectivement la Corée du Nord s'engage plus avant dans la guerre? Xavier Titelman, la Corée du Nord peut-elle tirer ses missiles théoriquement jusqu'à l'Europe, jusqu'aux États-Unis? Alors, c'est une menace maintenant, ils n'ont pas besoin. Pour les missiles balistiques stratégiques qui vont très loin, la Russie ne les a pas utilisés en Ukraine et donc on est menacé déjà par la Russie. Par contre, est-ce que la Corée du Nord pourrait servir de chien fou qui pourrait appuyer sur le bouton pour toucher les Pays-Bas, la Moldavie? Ça, c'est une autre vraie question, effectivement. Après, dans la liste des systèmes qui ont été transférés, il y a également les missiles balistiques nord-coréens, les KN-15, qui ont été tirés par centaines sur l'Ukraine. Donc cette liste, elle est beaucoup plus longue que ce qu'on voit déjà. Il y a eu le déploiement de Bullseye, qui sont des systèmes, des blindés lance-missiles anti-chars, qui ont été engagés déjà par la Corée du Nord il y a quelques mois et qu'on a vu sur le front ukrainien. Donc cet engagement, il est beaucoup plus fort que ce qu'on croit. Là, la vraie différence, c'est que c'est des hommes de première ligne qui vont être au front, alors que jusqu'à maintenant, ils étaient relativement préservés en étant à quelques kilomètres ou quelques dizaines de kilomètres des Ukrainiens. Mais globalement, ça va continuer à monter en puissance, puisque de notre côté, il n'y a absolument aucune réponse et aucune réaction ferme face à cette montée en tension. Comment expliquer ça? Comment expliquer que les Occidentaux ne soient pas un peu plus vocaux, comme dit l'adjectif à la mode maintenant, alors qu'ils sont quand même défiés très directement? C'est une opposition des volontés, en fait. Là. Et d'un côté, on a la Russie, avec les alliés dont on vient de parler, et de l'autre côté, vous avez l'Ukraine avec l'Union européenne, où il y a 27 pays. Souvenez-vous, vous évitez référence quand Emmanuel Macron a parlé de la possibilité, peut-être éventuellement, vaguement un jour, d'envoyer des troupes au sol. En gros, il avait les 26 autres pays qui étaient contre lui. Les Allemands avaient tout de suite fait une déclaration, d'ailleurs en s'engageant sur un terrain qui n'était pas le leur, mais en disant il n'y aura jamais un homme de l'OTAN au sol en Ukraine. Il y a les États-Unis qui sont pris dans une campagne présidentielle complètement folle. Donc ça veut dire qu'il y a d'un côté ce bloc russe avec ses alliés qui sont, on le voit, quand même solides, et de l'autre côté un Occident qui aimerait bien faire quelque chose, mais qui en fait est tellement morcelé maintenant qu'il ne réussit plus à avoir une force tout à l'heure commune. vous parliez de la Manche pour les Britanniques, l'océan. Je ne pense pas que si les Américains étaient défiés de la même façon par des troupes nord-coréennes ou autres ennemis sur leur précaré, qui est par exemple l'Amérique latine, ils réagiraient de la même manière. La réaction américaine serait certainement beaucoup plus dure. Elle serait certainement plus dure, mais il ne faut pas oublier que face à l'accord de défense mutuelle entre la Russie et la Corée du Nord, dont on vient de parler, il y a un accord de défense mutuelle beaucoup plus ancien entre les États-Unis et la Corée du Sud. Et cet accord-là est beaucoup plus puissant et sera liant effectif qu'un accord avec l'OTAN, quelque chose comme ça. Avec une grande base américaine. Est-ce qu'on est effectivement là dans le scénario d'une guerre mondiale chaude? C'est-à-dire on a un jeu mondialisé en tout cas, oui. Mondialisé, où effectivement mais il est mondialisé. Parce les que... États-Unis d'Amérique viendront en aide à la Corée du Sud, quoi qu'il arrive. Si la Corée du Sud est attaquée, jamais ils ne laisseront faire ça. Déjà, regardez, l'Ukraine. Derrière l'Ukraine, 54 pays. Donc, c'est déjà un tiers des Nations Unies. La Russie, derrière lui, la Bélarus, la Corée du Nord, la Chine et l'Inde qui laissent faire. Ils ne sont pas entrés. Donc en fait, la Russie, c'est déjà l'Iran qui le fournit les armes à la Russie, la Syrie d'Assad qui est aussi un allié de Russie, et donc c'est une guerre mondialisée. Elle est déjà là depuis 3 ans. Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point, même si la guerre en Ukraine est une guerre en Europe, ce qu'elle révèle derrière, c'est que la Russie a déjà basculé dans le monde asiatique, comme les États-Unis. Et que l'arrivée des Coréens nous montre ça. Et les États-Unis sont en train de s'organiser militairement pour pouvoir répondre à plusieurs fronts
qui serait du Proche-Orient à Taïwan, en passant potentiellement par la mer de Chine, donc le Japon et la Corée, avec lesquels ils renforcent leur capacité militaire, y compris un pays comme le Japon est en train de renforcer son armée de manière incroyable. Et ce qu'ils veulent, et c'est pour ça qu'on a ce problème-là aujourd'hui, et que, alors Trump de manière très caricaturale, mais les démocrates de la même façon, c'est que l'Europe assume sa propre sécurité. Parce qu'elle en a les moyens. Ce qui lui manque, c'est la volonté. Voilà. Et que donc, aujourd'hui, cette question-là va se poser pour nous. Si Trump est élu, ça va se reposer rapidement et brutalement. Si Kamala Harris est élue, ça continuera de se poser de manière un peu plus diluée, mais ça va se poser de la même manière. La question de savoir si l'Europe veut être souveraine et être capable de se défendre. Et parce qu'aujourd'hui, on est à moins de 2% au niveau européen de notre PIB. Quand les États-Unis sont à plus de 4%, seule la Pologne est à 4%. Et aujourd'hui, rappelez-vous, quand De Gaulle a voulu être autonome en France et qu'il a fallu avoir la bombe atomique, on est passé à 5% de notre PIB. À moins de 3% de notre PIB, on n'a pas de défense indépendante. On n'a pas de défense autonome. On est dépendant de la pression et de la violence que veut nous imposer nos adversaires. C'est ça le défi des adversaires, comme vous dites, peut-il aller plus loin, c'est-à-dire à un essai nucléaire en situation réelle. Écoutez l'alarme que donnait sur LCI le colonel Goya. Dans tout ce qui se passe actuellement, moi ce qui m'inquiète, ce sont tous les travaux qui sont en cours depuis un certain temps maintenant dans le centre d'essai nucléaire de Nouvelle-Zambles. Et il ne serait pas surprenant que dans quelques temps, peut-être quelques semaines, on assiste à des essais nucléaires russes. Et ça, ce serait effectivement, j'allais dire, une vraie déflagration au sens premier. Donc des essais nucléaires réels. Oui, réels. Pas des simulations informatiques, etc., comme ça arrive souvent maintenant. Faire, les Russes, c'est ça. Pas la capacité. Mais voilà, on sait que le centre d'essai de Nouvelle-Zambles travaille à marche forcée pour le mettre en état de réaliser des essais le plus vite possible. Où est la Nouvelle-Zambles ? Professeur, s'il vous plaît, professeur Girnoff, on va sortir la carte de géographie parce que je ne sais pas qui gagnerait s'il fallait faire un quiz où se trouve la Nouvelle-Zambles. C'est au nord, dans les mers nordiques, dans l'océan. C'est très au nord, effectivement. Je ne sais pas si c'est les ours polaires, les pauvres. C'est la Terre Nouvelle. On traduit quand même comme ça. On appelle ça Nouvelle-Zambles. Alors oui, non mais sérieusement, donc c'est cette Nouvelle-Zambles ou Nova Zembla comme vous dites, je sais pas qui, est-ce que c'est même peuplé ? C'est très peu peuplé, en fait non, pas du tout, mais il y avait un ancien polygon de nucléaire soviétique. C'est d'ailleurs là-dedans qu'ils ont essayé la fameuse Tsar Bomba de 58 mégatonnes.